Ça va Manuel? Très bien, et vous? Il avait déjà le micro prêt. Oh là là. Waouh. Ça, c'est une erreur qu'il a pas fait en tant qu'entrepreneur. Eh mais vous seriez pas un entrepreneur à succès, dis donc? Ah, surtout bien prononcé. À bien écrire. Entrepreneuriat. Tu m'étonnes. Tu l'as eu là-haut. Parce que lui, il l'a pas capté. Je l'ai pas eu, moi. C'est pas grave, tu ne l'auras jamais. Cette vanne est perdue dans les abysses. Bon voilà, on a des points, ça se passe comment? Déjà bonjour. D'accord, tout de suite il commence, lui il nous demande pas comment on va, il en a rien à foutre. Il s'en fout. Comment va est-ce qu'on votre a vie des d'entrepreneur? Léo, ta vie d'entrepreneur, comment va-t-elle? Écoute, ça se passe plutôt bien. Là, j'ai envoyé mes derniers KPI afin de faire une levée de fonds. Et en fait, j'ai ouvert une cagnotte PayPal. Et pour l'instant, j'ai 10 €. C'est bien. Donc, Manuel. je sais pas, c'est comme ça que ça commence. C'est le début de la fortune, comme on dit. C'est ce qu'on appelle une série A. Comment se passe ta vie d'entrepreneur, Manuel? Très très bien. Oui. Ouais, c'est super. Eh ben, on Ça est a l'air ravis de le d'être fun en savoir. tout cas. Hein. Devenez entrepreneur. Exactement. Surtout pas. Attends, Faut arrêter de donner ça il comme attend qu'on lui conseil. pose la question au retour. Attends. Et j'ai déjà ma réponse. Viens, on discute un peu avant parce que là, il est en train de. Romain, Oui. comment ça se passe ta vie d'entrepreneur? Bah écoutez, je vous conseille d'aller regarder la vidéo Oh, c'est que déjà j'ai chiant. faite avec Serial Entrepreneur. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il a voulu qu'on fasse ce sujet. C'était pour faire sa promo. Oui, c'est ça. Non, Ok. c'est assez bien fait. C'est pas comme si vous étiez passés tous les deux, bande de connards, aussi dans Serial Entrepreneur. Mais nous, on Non. n'a pas fait notre promo. Toi, t'es passé dans Céréales Entrepreneurs. C'est les entrepreneurs qui mangent des céréales le matin. C'est le spécial Kellogg's. C'est la version kids. C'est très bonne vanne, ça. C'est sur Gulli, non? Oui. Ah oui, je Bravo connais. Manuel, 9 sur 10, je pense, pour Je celle-là. connais. Oh putain, il recommence à noter les vannes, j'ai envie de mourir. Bon, on c'est va ton donner sujet. des conseils ou C'est pas? ton sujet, Romain, t'as des points? Ouais, ça y est, je commence à... J'allais dire un truc, mais je sais que vous allez foutre de ma gueule, à toucher du doigt le mot entrepreneur, tu vois. Ah ouais? Ouais, un tout petit peu. Ah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah parce que déjà, je vois l'évolution un peu d'une boîte de A à Z. Donc Ok. c'est intéressant de voir une boîte qui repart de zéro. C'est quoi la définition d'un entrepreneur? Je sais que Manuel en a une définition très extrême. On Moi, t'écoute. elle est beaucoup moins extrême. Ouais, bah je me doute. Mais j'en ai une maintenant. Je vous la donnerai peut-être après. Eh bah, non, si vous êtes curieux. D'abord, je veux entendre celle de Romain. Être entrepreneur, c'est être assez fou pour réaliser des choses que les autres pensent impossibles. Ouais, mais ça, par exemple, ça englobe quelqu'un qui traverse la Manche, Bah ouais, mais il a entrepris quelque Sans chose. Sans bras. sans bras, encore plus. Pas de chocolat. C'est un entrepreneur qui peut pas prendre grand-chose, du coup. Beaucoup trop loin. Pas par là, en tout cas. Elle Elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. est incroyable. Elle est en 3 temps. Manuel, toi, ta définition? Entreprendre, c'est présider à son destin. Voilà, je pense que c'est ça. Waouh. C'est juste que tu peux pas faire autrement. Tu es animé par un truc qui fait que ça te pousse à entreprendre. Mais finalement, entreprendre, c'est la conséquence de la passion que tu as pour ce projet ou par le fait de dire « Ok, j'accepte d'être drivé par mon succès ou d'assumer mes échecs ». Mais tu veux pas voir ta vie autrement que en, on va dire, t'enrichissant par tes actions à tous les sens du terme du mot enrichir. Je la trouve... je suis d'accord avec ta définition, mais je la trouve un peu large, en fait. Je trouve que ça inclut beaucoup de situations et potentiellement beaucoup de gens. Est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que c'est présider à son destin? Moi, je trouve que c'est déjà extrêmement exigeant. Ok. Parce que présider à son destin, ça veut dire que tu assumes tes choix, tu assumes tes erreurs, tu prends la responsabilité de ce que tu fais pour toi et pour les autres, tu acceptes de faire face à tes limites, tu acceptes de faire face à tes incapacités. C'est tout ça, présider à son destin, en fait. Et arriver, malgré tout, dans tout ça, à réunir des gens autour de toi qui Ouais. te font confiance, qui croient à ton projet, qui choisissent délibérément dans leur vie de rejoindre ce projet, pour lesquels, eux, c'est leur job. C'est sérieux, c'est avec ça qu'ils nourrissent leur famille. Moi, je trouve au contraire que cette définition, elle est, si tu vas vraiment dans les détails, elle est extrêmement exigeante. J'aime bien ta définition. Je comprends mieux aussi.
Et est-ce qu'il faut être à succès pour être un entrepreneur? Elle est horrible, cette question, je trouve. Est-ce qu'un entrepreneur qui n'a pas réussi ou ne réussit pas est un entrepreneur? Je pense que la véritable question, c'est est-ce qu'un entrepreneur qui n'a pas échoué est un entrepreneur? Ah, donc c'est important de faire des erreurs. Il faut. Bah, ça tombe très bien parce qu'on va faire un top des erreurs à ne pas faire en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que Romain deviendra sûrement entrepreneur. Parce qu'il les a toutes faites. Non, mais on en avait parlé une fois avec Manuel, il m'avait dit, t'as pas vécu encore d'échecs qui vraiment te secouent, etc., où il y a un vrai truc, etc. Alors, j'ai pas raconté ma vie, mais depuis, il y a eu un peu de chemin. Donc, il y a des choses qui se sont passées et qui font que je visualise différemment. Et quand Manuel dit prendre les erreurs des autres pour soi, assumer avec les équipes, etc., c'est très intéressant. Parce que je pense effectivement que un entrepreneur joue forcément en équipe. Ouais. Donc si t'es trop perso et si c'est que le début, bah oui, t'essaies de construire des choses, tu bricoles, mais c'est pas de l'entrepreneuriat, quoi. T'emmènes pas avec toi des dizaines de personnes qui peuvent prendre des risques et où tu te dis, attends, mais là, je plante un truc, il y a des gens qui vont peut-être pas manger comme ils le veulent à la fin du mois, quoi. En gros, tu vois, c'est... Voilà. C'est pour ça. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est devenu absolument générique dans notre quotidien et qui est destructeur de la valeur entrepreneur, c'est le mot auto-entrepreneur. Ouais, j'y pensais là. Moi, je préfère la définition anglaise qui dit self-employed. Nous, à Monaco, c'est non personnel. Ouais, bon, on les écarte. Comme toujours. Les Québécois du Sud, là. C'est pas mal. Self-employed, c'est plus clair. Ouais. Tu t'auto-emploies. Mm. Alors que si tu aspires à être entrepreneur, une de tes responsabilités, c'est aussi celle que tu prends vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens qui rejoignent ton projet, vis-à-vis des gens qui rejoignent ta vision, ton projet d'entreprise. Mhm. Et il y a cela dans la responsabilité entrepreneuriale. Et donc le côté auto-entrepreneur, tout seul, Ouais. c'est un peu mal nommé. Et Mais le statut est très bien. Et il y a parce une que consonance automatique. Oui. Alors que dans le self-employed, il y a le côté, t'as des responsabilités envers toi-même. Oui. J'aime bien. On démarre avec... Eh ben écoutez, j'ai pas employé quelqu'un. J'ai demandé à ChatGPT de me fournir 15 erreurs à ne pas faire en tant qu'entrepreneur. On en aura sûrement peut-être à rajouter ou... Je me suis dit que ça pouvait être une base Ouais, pour ok. après peut-être alimenter la marrant. conversation et voir si ChatGPT dit de la merde, si vous êtes d'accord avec ça et si vous pensez à d'autres erreurs que vous avez faites, que vous avez évitées ou que vous recommandez aux gens de faire ou de ne pas il faire. faut savoir que ChatGPT est devenu le meilleur ami de Léo. C'est devenu mon seul ami d'ailleurs. D'où le fait que ça soit le meilleur. Voilà. Premier point, négliger l'étude de marché. Ne pas évaluer la demande et la concurrence peut entraîner une mauvaise prise de décision et un échec potentiel de l'entreprise. C'est évident. Oui, bon, ça veut dire j'ai une idée et je regarde même pas si elle a déjà été faite ou ce que font les autres quand même. C'est... Mais on crois serait que ça- surpris. Hein. Mais je crois que T'ouvres ça arrive Google quand souvent. même. Non mais arrête. T'ouvres Google, merde. Non. Non, on serait surpris. On serait surpris. Et autant on râle en se disant que y a des tonnes de gens, quand tu veux monter une boîte, qui te demandent un petit business plan, une étude de marché, etc. etc. Mais alors c'est chiant. Surtout quand en fait, ceux qui trouvent ça chiant sont surtout ceux qui ont beaucoup bossé. Ouais. Parce que au final, tu connais ce marché très très bien et puis tu es obligé de faire une version pour enfants, pour des gens qui doivent prendre une décision vis-à-vis de ton dossier et qui vont pas vraiment s'intéresser à ton marché, qui veulent juste avoir les clignotants en vert qu'on leur a demandé de vérifier. Mais on serait étonné de la quantité de gens qui lancent des projets sans même regarder quel est l'environnement de leur projet. Et pour moi, il suffit de regarder Cauchemar en cuisine en fait. Le nombre de Je restos, l'ai pas vu venir ça. le nombre de restos qui tiennent pas du tout compte de la géolocalisation, de la potentielle clientèle. Est-ce que c'est intéressant de faire tel type de resto dans tel endroit? Il y en a 1000. Ah, moi, j'adore. Il y a que ça. T'es à côté de la mer, t'es au milieu de plein de restos qui proposent des poissons. Ah, on va faire des burgers. Après, Mais, ça peut être une bonne idée, mais il faut bien c'est- réussir ton étude de marché. C'est vrai. Il faut pas être étonné de moins bien marcher que les autres après. Si autour de toi. Après, comment on réussit une étude de marché? C'est pas tellement sentimental. Une étude de marché, c'est assez pragmatique. Tu regardes l'état de ton marché, l'état de l'offre dans ton marché, l'amplitude de cette offre, et tu regardes si ta proposition de valeur fait du sens sur ce marché. Mais tu peux avoir plein de biais
quand tu fais ton étude de marché? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui le font pour toi? Tu peux demander à des cabinets de conseil de te donner un avis. Ok. Je pense que le premier facteur, c'est de se poser la question A priori, en tant que facteur, t'as pas besoin d'une étude de marché. Hein. quand tu as envie de régler un Tu problème. mets la lettre. Ouais, je pense que c'est assez simple. Tout le Directement. monde a une boîte aux lettres en plus, Ouais. non? En plus. Ouais, c'est hyper simple. C'est un très mauvais exemple, Romain. Donc voilà. Quand tu as un problème et que tu te dis tiens, je vais le régler, bah avant ça, tu tapes forcément ton problème pour essayer de voir qui peut le régler. Et c'est quand tu te dis ah, il y a personne qui le règle comme moi, j'en aurais envie, que tu te dis ah tiens, ça me donne une idée. Donc déjà, ça part presque de là. Si tu fais bien ton taf avant de monter ta structure, Ouais. tu as forcément cherché autour de toi avant de lancer l'idée. Faut juste pas aller trop vite. Deuxième point, ne pas avoir de plan d'affaires solide. Un plan d'affaires clair et bien structuré est essentiel pour guider les décisions et attirer des investisseurs. Un plan d'affaires, Ouais, j'ai aucune idée de ce que c'est. c'est un business plan. Ah, d'accord. Oh putain, je l'avais pas Mais dit. il parle québécois, ChatGPT. Je l'avais pas du tout intégré. Oui. Ok. J'ai jamais fait un business plan de ma vie. C'est important. Ah ouais? Ah oui, c'est Faut que je le très fasse? important. Faut que je le fasse là? Bah là, c'est un peu tard maintenant. Faut que je mette quoi dedans? 1 million d'euros? Bah non, mais enfin, Tu mets mon email, ça suffit. Ah ok. exemple très concret, si les personnes qui nous écoutent ne savent vraiment pas ce que c'est qu'un business plan ou d'où partir, pour Léo par exemple, ça serait combien de vidéos tu produis dans l'année, Ouais. combien te Bah, coûte, ça, on sait. combien te coûte en moyenne une vidéo, Ouais, combien elle me rapporte? combien est-ce que serait prêt un partenaire à payer pour apparaître dans ta vidéo, C'est très cher, ouais. et au-delà de ça, peut-être que sur 100% du business, tu vas avoir 30% indirects qui se feront que sur Instagram ou autre. Et bah là déjà, tu sais si tu peux produire des vidéos et si ça te rapporte de l'argent ou si tu vas en perdre parce que tu vas en dépenser plus qu'en gagner. Déjà, Déjà, un vrai business plan, il va te dire quand est-ce que tu assumes tes coûts, c'est-à-dire quand est-ce que tu payes tes factures, à quelle vitesse tu encaisses les factures que toi tu émets, de façon à définir tes besoins en trésorerie. Il y a des business qui ont besoin de beaucoup de trésorerie parce qu'ils décaissent très vite, ils payent leurs fournisseurs très très vite. Sinon, les conditions des fournisseurs. Je vais prendre un exemple. Prenons un truc complètement basique. Tu fabriques des boulons. Si tu n'achètes pas d'acier, tu peux pas fabriquer de boulons. Non. Donc ton business n'existe pas. Si ton fournisseur qui te connaît pas, parce que tu lances ton business, tu dis bah je vais vous livrer la matière première, mais par contre comme je vous connais pas et comme on n'a jamais fait de business ensemble, il faut me payer au cul du camion. Le jour de la livraison, vous payez, sinon vous n'êtes pas livré. Là, il y a de l'argent qui sort. Toi, tu vends tes boulons. Imaginons même que tu aies plein de commandes et que les mecs, ils t'achètent, imaginons, des grandes surfaces, des gros volumes, te disent je vous paye dans 90 jours ou 120 jours, ce qui est illégal en France, mais malheureusement, la loi n'est jamais respectée. Ouais. La loi dit 45 jours maximum. Mais bon, ça n'est jamais respecté. Bah du coup, toi, tu as décaissé pour payer ton fournisseur, mais tu attends 120 jours Ouais, c'est l'enfer. avant que ton client te paye. Entre les deux, il faut payer tes ouvriers, il faut payer tes locaux, il faut payer tes machines, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la trésorerie. c'est être youtubeur avant Influx. quoi. Et donc, si tu fais pas de business plan, tu n'as aucune idée de quelle est ta valeur, de quelle vitesse il te faut pour encaisser, à quelle vitesse tu décaisses, quels sont tes besoins de trésorerie. Tu sais pas tout ça, en fait. Tu fais à l'instinct, en fait. Et il y a des business très profitables qui peuvent se casser la gueule pour des besoins de trésorerie. Et si t'es pas dans les boulons mais que tu fais des armes, tu peux faire un business plomb. Pas mal. Troisième point. Sous-estimer les coûts. Une mauvaise estimation des coûts peut entraîner des problèmes financiers et la nécessité de trouver des fonds supplémentaires. Ça a été le grand drame Ah ouais? de mes débuts. D'ailleurs, ça a été presque réglé, hein, mais c'est encore en cours. Ceux qui coûtent les plus cher, c'est les coups bas. Surtout quand ils se baladent. Tu veux dire quoi? Qu'ils sont libres? Les coups baladés. Les Cuba Libre? C'est un cocktail? Non, ça je le sais, Ah. mais j'ai pas compris ça blague. Ouais, moi non plus. Co-baladés. Ah, Cobalade. Oh, elle est bien. Je l'aime bien. Non, si, je l'aime bien, je la valide, moi. Je la valide. Oui, non, d'accord, mais je l'ai pas vu. Moi non plus, je l'avais pas. Donc oui, ne pas être trop optimiste et au contraire sous-estimer à chaque fois ces chiffres et autres, c'est toujours plus rassurant. Ouais. On dit toujours que la manière de construire le plus de valeur, bah, c'est de dépenser forcément le moins de fric possible. Donc si tu commences par là, tu auras forcément plus de moyens et plus de temps pour réaliser des choses et sans être là à te dire merde, j'ai besoin d'argent parce que finalement je pensais pas que ce mois-ci ça allait être difficile, etc. etc. Et t'as fait quelle erreur exactement? Alors, moi, surtout dans le business, je sous-estimais les délais.
C'est-à-dire que, ok, il y a peut-être, par exemple, pour ma chaîne YouTube, un partenariat qui va se faire, mais je pensais qu'il allait se faire genre ce mois-ci. Alors en fait, il va se faire dans 3 mois. Donc dans ma tête, j'étais déjà en train de me dire, ah mais trop cool cette vidéo, je la sponsorise avec tel client et tout. Et en fait, pas du tout, c'est dans 3 mois. Et ça m'a valu beaucoup de merde parce que du coup, à moi d'avancer l'argent, puisqu'il n'y a pas de sponsor, etc. Donc être réaliste sur les délais, c'est vraiment super important, et aussi pour tes équipes, parce que sinon tu as l'impression de décevoir tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, le chiffre, tu le fais, mais t'annonces toujours un truc qui n'est jamais fait en temps et en heure, donc c'est super frustrant, quoi. Donc tu dois attendre la fin de l'année pour dire, finalement, on a fait le chiffre de l'année. Ouais. Le cerveau, de façon générale, a beaucoup de mal à faire des hypothèses réalistes. Ouais. Pour faire des hypothèses réalistes, il faut s'appuyer sur de l'expérience. Donc si tu es un entrepreneur expérimenté qui agit dans son industrie qu'il connaît, tu peux faire des business plans réalistes de façon presque instinctive au bout d'un moment. T'as beau être un entrepreneur expérimenté, si tu changes d'industrie, il faut que tu réapprennes tout. Donc le conseil, moi, que je donne aux gens qui font des business plans, c'est de faire un business plan sur ce que le cerveau arrive à modéliser. Faites une hypothèse où tout va parfaitement. Ça, en général, on sait bien le modéliser. Ça se passe parfaitement. Vous devez pronostiquer votre nombre de clients. Vous mettez votre chiffre idéal, celui où vous dites, c'est sûr, je vais essayer. Premier mois, je signe 4 clients, etc., etc. Ok, parfait. Donc, tu fais tout ton business plan sur les 2-3 premières années dans le monde idéal. Puis ensuite, tu fais ton business plan dans le pire des scénarios. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la guerre en Ukraine, il y a la guerre dans 3 pays. Tu gagnes pas du tout le nombre de clients que tu as prévu. Il te faut 4 fois plus de ressources que ce que tu as prévu, 3 fois plus d'employés, etc., etc. Et en fait, tu fais l'hypothèse médiane entre les deux. Et en général, celle-ci est la plus proche de la vérité. Ok. Parce qu'on a vachement de mal à modéliser cette espèce de truc réaliste qui est entre les deux. Et tous les bons BP sont... business plan. Oui. Cette espèce d'équilibre entre l'hypothèse haute et l'hypothèse basse. C'est marrant, je fais ça avec le temps. Moi, j'avais lu une fois un conseil de vie qui disait, quand tu dois faire quelque chose, te rendre à un endroit ou peu importe, une tâche, estime la durée et ajoute 50%. Parce qu'il y a forcément une erreur dans ton jugement ou alors une inconnue qui va rallonger le temps pour faire cette tâche. Voilà. C'est un bon conseil. C'est la même chose que pour être à l'heure. Tous les connards qui te disent mais il y a eu des bouchons. Il fallait te lever plus tôt, c'est tout, connard. 50%. C'est tout. 4e point que j'ai écrit soigneusement à l'aide de ChatGPT. Négliger le marketing. Le marketing est essentiel pour attirer des clients et promouvoir la marque. Ne pas investir dans le marketing peut limiter la croissance. Alors, attention. Ce point il m'intéressait. Le marketing, c'est pas forcément de faire de la pub, mais une image et puis payer de la pub Facebook. Alors, pour les gens qui savent pas, ça, c'est la vraie manière dont Romain parle. Quand il parle naturellement, quand nous on arrive le matin, il discute comme ça. C'est juste qu'il change de voix, il change d'intonation pour le podcast, mais sinon il parle vraiment comme ça, faut le savoir. L'investissement en marketing, ça peut aussi être combien je vais investir pour que ma marque soit plus désirable que les autres. Et ça passe pas forcément par la pub ou parce que les gens pensent du Facebook souvent ads. ça. Ouais, voilà, c'est pas ça forcément. C'est est-ce que j'investis dans du branding, dans une personne qui va travailler avec moi pour l'image de marque, pour communiquer sur mes propres réseaux, mais mieux que les autres, etc. Par exemple, Oula. Ça, c'est sa voix normale. Oui, j'ai l'impression que la platine déconne, non ça a enlevé le vocodeur. Allez, Donald. Par exemple, Influx, on fait des bougies. Oui. C'est du marketing. C'est du marketing. C'est pas forcément des Facebook ads. Mais nous, on a un marketing qui est... Vous avez une exclue, là, Manuel est deg parce qu'il n'était pas prêt. Non, au fait que Influx annonce des bougies. Fait des poupées gonflables aussi. Ça, ça fallait que je dise plus tard. Il y a que Romain qui est pas au courant parce qu'avec Léon, on se fait chier depuis quelques mois à mettre au point. Et publiquement, non. La façon, nouvelle elles seront pas disponibles olfactive. publiquement, donc vous pouvez crever. Tu sais qu'on enregistre là et qu'il y a des gens qui nous écoutent, hein, Manuel. Oui. Et alors, ça va mieux tes hémorroïdes? Et donc, nous, on fait un marketing qui est un peu, qui est un peu le contraire de ce qu'on t'apprend à l'école. Donc, on investit beaucoup dans le lieu dans lequel on travaille. Ouais. Il y a des tonnes de gens qui considèrent que c'est dans le coût de ton loyer. Nous, il y a une partie de ce coût qui fait partie de notre marketing. Ouais. On fait effectivement des produits créatifs et mémorables, mais
parce que on a une approche très long-termiste. Souvent, le mauvais procès qu'on fait au marketing, c'est absolument d'être court terme et d'avoir un ROI très rapide. Ouais. Et c'est souvent la différence entre le branding et le marketing. Et je pense que souvent, on veut des analytics. On veut absolument des analytics et très très vite, avec des retours très vite, etc. etc. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Il faut autant investir dans la marque que dans le marketing. Ouais. Le marketing, c'est une action concrète, directe, dont tu peux mesurer la performance et l'efficacité sur des ventes. Mais si tu drives l'intégralité de ton entreprise comme ça, tu cours un peu comme un poulet sans tête. Il faut que tu mettes au moins autant d'énergie sur ta marque. Et ta marque, tu la mesures pas par l'efficacité immédiate. Il y a des choses, ça met du temps à s'installer. Il faut installer ton discours, il faut prendre position sur ton marché, il faut être patient, il faut prendre le temps d'expliquer qui tu es, quelle est ta vision. Au début, il y a tout un tas de gens qui vont te dire qu'ils sont pas d'accord avec toi, parce que si tu arrives sur un marché et que tu déranges ce marché, par nature, le marché va te répondre que tu les emmerdes. Et c'est là qu'il faut persévérer, expliquer, faire la force de la démonstration. Et si tu n'es drivé que par le court terme, et que par la mesure court terme, t'abandonnes, ou tu changes de stratégie en permanence. Donc il faut au moins mettre autant d'énergie sur le branding que sur le marketing, de mon point de vue. N'est-ce pas le PSG? Alors, Voilà, je passe mes messages parce qu'on change d'entraîneur tous les ans. J'en ai marre. Enfin, dis on, moi je me sens pas concerné. Moi, Toi, tu étais concerné? 5e erreur d'entrepreneur à éviter, ne pas déléguer. Ça, on en a parlé plein de fois. Chercher à tout faire soi-même peut entraîner un épuisement professionnel. Il est important d'apprendre à déléguer certaines tâches. Très très important. Pourquoi tu rigoles, Romain? C'est pas évident à faire. Je préfère que les choses soient bien faites et par moi-même que mal faites et ailleurs. C'est le truc le plus dur. Il y a quelques mois, je sais qu'on avait parlé de la délégation. Que moi, j'avais dit que j'avais beaucoup avancé sur ce point-là parce que je faisais plus mes montages, etc. Ça a complètement changé. J'ai repris la main sur mes montages. Je suis revenu en arrière là-dessus. Mais en fait, tu n'as pas besoin de déléguer à partir du moment où tu as le temps de faire tout ce que tu as à faire et que la taille de ton business ne croît pas. À partir du moment où tu veux croître, tu as besoin de mettre ton business à l'échelle, littéralement, de scaler ton business en anglais, et donc de faire plus avec la même quantité de temps. Alors pour ça, soit tu as de l'expérience, de la seniorité, et tu as une petite marge de manœuvre qui est ce qu'on appellerait la surperformance. Ton expérience, ta seniorité te permettent de faire très vite des trucs qui mettent beaucoup de temps à d'autres. On en a eu la démonstration ce matin, Romain. Ah oui. Vous faites des expériences IRL pour les podcasts? Non, mais je prends un exemple concret, en fait, où Romain travaillait sur un truc, etc. Il me demande mon avis, je lui donne mon avis, et puis il me dit « Ah merde, je suis dégoûté parce que ça t'a pris que 10 minutes. » Bon. Ça, c'est l'histoire de la vie de Romain. Sur d'autres trucs, je suis pas mauvais non plus, chacun dans son domaine, mais c'est vrai. Ça te rend fou quand tu vois Manuel faire les choses. Ouais. Je peux le dire, Manuel m'aide pour un prochain épisode de 20 minutes avec. Ok. Et j'ai passé le week-end à regarder par rapport aux personnes qu'on va... C'est celui avec Francky Vincent? Exactement. Ok. Voilà, donc j'écris des idées, des bribes de questions et tout ça, et Manuel, vraiment, en 10 minutes, me pond l'interview, quoi. C'était insupportable. Ah, tu l'as pondu? Ouais, vraiment. Il a poussé très fort et... Ah ouais, d'accord. Voilà. Dans son bureau, en plus. Et assis. Et donc, la marge de progression que tu as et existe, elle est là, mais elle ne pourra pas soutenir tout un business. Donc il va falloir que tu mettes d'autres personnes, et dans ces autres personnes, il ne peut pas y avoir que des gens expérimentés, il va aussi falloir que tu prennes des gens qui sont en train de fabriquer leur expérience. Et c'est là que la délégation intervient. C'est-à-dire à partir de quel moment il est plus important qu'on te rende quelque chose qui est fait à 80% plutôt que quelque chose qui est fait à 100% parfaitement. Quelque chose qui est fait à 100% parfaitement, c'est plus de la délégation. Il faut que ce type soit manager, il faut lui-même qu'il gère d'autres personnes. Tu n'as pas besoin de lui déléguer des choses. Il sait driver lui-même des choses. Si tu délègues des choses, c'est dans l'acte de délégation, il y a le fait que on te fasse gagner du temps à toi, et en même temps que tu transmettes de l'expérience pour que cette personne s'améliore. Et en fait, la façon de mesurer la délégation, c'est de dire à quelqu'un, là regarde,
tu me fais gagner 50% de temps par rapport au temps que j'aurais dû mettre pour faire cette tâche. Et moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que tu m'amènes que des trucs qui sont faits au moins à 80%. Mais jamais au-dessus. Dès que tu vas passer dans les 80-100, il faut vite te dire que ce type, faut le sortir de l'équipe et il faut en faire un manager. Et lui-même va devenir une source de délégation. C'est dingue. Ok. Le problème, c'est que c'est pas qu'une question d'expérience. Et je trouve que c'est très difficile de déléguer dans une démarche artistique. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les autres, c'est pas moi, quoi. Donc, il y a personne qui a autant envie que moi de faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est normal, c'est pas une question d'expérience ou qu'ils sont pas bons, ou c'est juste qu'ils sont pas moi. C'est vrai, mais c'est parce que tu délègues pas les bons sujets, ça c'est autre chose. Oui, mais en même temps, je peux pas déléguer l'écriture, je peux pas déléguer le montage, je peux pas déléguer le tournage. Il y a des choses que tu délègues. Oui, il y a certaines choses que je délègue parce que effectivement, j'ai trouvé quelqu'un qui est plus créatif que moi dans cette tâche-là, qui est meilleur, etc. C'est très rare, je trouve, par contre. Bah, la partie commerciale, elle est déléguée. Ah oui, bah ça, je la délègue avec grand plaisir. Mais c'est pas une démarche artistique. Voilà. En fait, oui, mais tu fais quand même les 10-20 derniers pourcents. C'est toi qui dis oui, non, avec ton agent, etc. Oui, mais bien tu sûr. acceptes qu'il y ait 80% de bienfaits, même si c'est pas 100%. Peut-être que toi, si tu avais pris l'email commercial, tu aurais fait 100% du oui ou du non dès le début. Tout ce qui est en dehors de la démarche artistique, je la délègue avec grand plaisir. parce que tu es un artiste et que la partie artistique, c'est ton core business. Ouais. Donc, on délègue rarement son core business, si ce n'est à des collaborateurs ou des employés qui participent au core business. Mais tu délègues des parties qui sont un peu autour. Et c'est bien ce que tu soulignes, parce que ça permet de spécifier dans ce conseil le fait que pour s'entraîner à déléguer, commencer par déléguer des choses qui ne sont pas core business. Ouais. Parce que du coup, c'est pas critique. Donc du coup, le coût de l'apprentissage est plus faible que si tu délègues des trucs qui sont core business et qui peuvent te faire mal très vite. Ouais. Ben moi, j'ai lâché un truc un peu important quand même depuis 2-3 semaines. Il y a un collaborateur Influx qui maintenant travaille pour parler aux clients qui ont envie de travailler avec ma chaîne. Alors que ça fait 10 ans que je me vends tout seul. Ah, c'est vrai, c'est C'était marrant, ça. très flippant au début et j'ai vraiment fait le choix en mode on-off de me dire tu sais quoi, tu verras bien. Et ben j'ai été super surpris. Parce qu'en fait, la personne n'a pas du tout les mêmes idées et d'un autre côté a généré de la valeur où moi je pensais même pas pouvoir en faire. Ok. En vendant différentes choses de façon... c'est super intéressant. Et puis, vous pouvez payer 10 000 balles pour faire un date avec Romain. Et il y a un truc super intéressant au Buffalo Grill que disait Manuel, que j'essaie d'appliquer de temps en temps, qui est vois les erreurs que font les gens avec tes conseils. C'est la meilleure façon d'apprendre. Ah ouais, t'envoies les gens au charbon, quoi. Et je trouve ça génial. C'est-à-dire, tu donnes juste un input en disant ce que je ferais, c'est plutôt de vendre ça et ça comme ça, mais vois et dis-moi. Et t'observes et tu fais c'est incroyable, alors ça j'aurais pas pensé, ça s'est passé, mais comment il a fait pour le faire aujourd'hui alors que d'habitude et je trouve, vraiment c'est un conseil difficile à appliquer mais exceptionnel. Ok. Prochain point. 6e point, ignorer les retours clients. Les retours clients sont précieux pour améliorer les produits et services. Les ignorer peut entraîner une baisse de la satisfaction et des ventes. De fou. Et il faut pas confondre, je pense, image de marque premium, luxe, etc. avec le je suis hautain avec mes clients. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, dans une industrie, je pense que c'est vraiment pas à confondre et au contraire, faut laisser cette place-là quand même. Et il faut essayer de trouver un truc intéressant, même dans des retours clients qui sont parfois mal emballés, on va dire. Ouais, c'est le plus difficile. Souvent, ce sont des cadeaux et souvent, ils sont un peu mal emballés. Et le pire, c'est quand c'est tes équipes qui te les rapportent. Tu dis, oui, le client, il m'a dit ça, tu te rends compte, etc. Tu fais, attends. J'appelle moi le client et je lui demande. C'est déjà pas la même chose que tes équipes qui, elles, travaillent tous les jours, sont peut-être fatiguées ou comprennent la chose différemment, tu vois. Donc, carrément, faut faire attention aussi et pas hésiter à demander plus de détails. Voilà. 7e point, ne pas adapter son offre. Les besoins des clients évoluent, il est donc crucial d'adapter régulièrement son offre pour rester compétitif. Et on a l'exemple tous les jours dans notre industrie où il y a des choses qu'on matérialise et on se dit c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui pourrait les aider, etc. Et une semaine après, t'as Manuel qui lève la main et qui dit mais c'est pas du tout ça qu'on va faire. En fait, on va faire ça et ça, et parce que là, avec tout ce qu'on entend, c'est pas ça qui va vraiment les aider. Là, on est en train d'essayer de les tordre en deux pour les faire rentrer dans une petite case. Donc, écouter le feedback mène à ces changements-là. Bah, C'est ce qui rend fou, Romain. Ah ouais ?
parce qu'il construit des trucs. C'est un enfer. Et C'est un enfer. je lui dis, ah, c'est une bonne idée, machin. Et puis il consolide, il processe, etc. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, ah ben non, en fait, on va tout casser. Et en plein call, il te dit tu peux me faire une presse pour très rapidement, s'il te plaît. Et tu fais espèce de connard, j'ai fait tout ça depuis 2 semaines. Et là, tu veux tout changer. Mais moi, je pense que il avait la nouvelle intention depuis le début, mais qu'il voulait juste te faire chier. Non, c'est une question de timing, Léo. Tout est une question de timing. Manuel sait que en fonction de quand est-ce qu'il te demande les choses, ce sera pas fait de la même façon. Point numéro 8, embaucher trop vite ou trop lentement. Une mauvaise gestion des ressources humaines peut nuire à la productivité et à la culture de l'entreprise. On en parlait avec Anthony Bourbon, qui me partageait son feedback sur Feeds, qui Ouais. disait on a évolué beaucoup trop vite, la folie des grandeurs, des grands locaux, des trucs et machin. Et en fait, aujourd'hui, on fait le même chiffre qu'avant, sauf qu'il y a 60% d'effectifs en moins, quoi. Donc c'est hardcore à un moment donné, mais je pense que c'est un paramètre super important que pour le coup, je sais pas du tout gérer. Je me C'est rends ce qu'a pas compte. fait Elon Musk avec Twitter. On ne sait pas encore si c'était une bonne idée, mais c'est ce qu'il a fait. Il a fait le grand ménage. Même arriver avec un lavabo. Moi, j'aime bien cette expression qui dit hire fast and fire fast. Mm. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à recruter vite, mais j'oublie pas que la période d'essai sert à s'essayer. Ouais. Et elle sert aussi à essayer des modèles. Donc j'ai aucune difficulté à dire à quelqu'un en recrutement, on va essayer ce modèle, on l'a jamais fait, on a besoin de ça, c'est la raison pour laquelle je t'embauche. Si le modèle ne marche pas, ben on arrêtera le modèle et ton emploi avec. Et ça, c'est trop bien parce que c'est hyper clair pour tout le monde dès le début. Et je pense que c'est aider la personne, en fait, que de lui dire que c'est une période d'essai, on teste, et peut-être que même elle, ça lui conviendra pas. Mais c'est surtout qu'en plus tu t'évites de recruter des gens en faisant des espèces de fausses promesses que tu peux pas tenir. Ouais. Et les gens savent sur quoi ils sont évalués. Et t'as pas cette espèce de culpabilité à dire ouais, je l'ai recruté, mais qu'est-ce que je vais faire de lui, etc. Bah non, en fait. Tu recrutes pour un projet, pour tester un truc. Tu mets toute l'énergie qu'il faut pour essayer d'amener les meilleurs ingrédients, les meilleurs profils. Et évidemment que t'espères que ça va marcher, sinon tu le ferais pas. Ouais. Donc tu mets les moyens, humains, matériels, financiers, les ressources logistiques, puis t'espères que tout va fonctionner et que le mec à qui tu confies tout ça va faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est beaucoup plus équilibré comme relation, parce que le type que tu recrutes, à qui tu confies tout ça, il sait très bien que si ça marche pas, bah, il part avec l'eau du bain. 9e point, ne pas maîtriser ses finances. Une gestion financière solide est essentielle pour assurer la pérennité de l'entreprise. Il est important de suivre les dépenses et les revenus. Bon, ça, je pense que c'est assez logique. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la trésorerie. Ouais. C'est-à-dire qu'on projette beaucoup d'énergie sur comment on va gagner des nouveaux clients, comment on va faire plus de chiffre d'affaires, comment on va inventer de nouveaux produits qui vont générer plus de chiffre d'affaires, etc. Souvent, les dépenses sont moins bien estimées, les niveaux d'encaissement, les trucs un peu plus relous, en fait, un peu plus finance, en fait. Mais c'est vachement important pour définir En fait, la trésorerie, c'est ton niveau de consommation de carburant pour 100 km. Et il n'y a aucun mal à rouler dans une voiture qui fait du 3 litres au 100, ou dans une voiture qui fait du 20 litres au 100, ou dans une voiture qui est électrique et qui ne consomme rien aux 100 km. Ouais. C'est juste que ça dépend de ton projet, du nombre de fois que tu veux t'arrêter, du temps que tu veux faire pour faire 100 km, etc., etc. Donc ça dépend de ta stratégie, de ton projet. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Et dans les dépenses, il faut faire très attention aux dépenses récurrentes versus les dépenses one-shot. C'est un truc qu'on a vécu. Moi, parfois, je comprenais pas. Je me disais, mais attends, Manuel, ça va, cette application, c'est 20 € par utilisateur. Ça fait 200 balles par mois. Voilà, c'est bon. Je me disais, non, mais 200 balles par mois, c'est 10 fois plus dangereux que 1000 € tout de suite. Et après, c'est fini. Parce que 200 balles par mois, tu les oublies. Ouais, t'as les c'est factures clair. qui rentrent, t'as la finance, et c'est fini. Et au bout de 3-4 ans, tu te dis, en fait, ce service, il m'a servi à rien. Ouais. Et j'ai vraiment foutu cet argent par la fenêtre. Alors que 1000 € dans un événement ou autre à organiser tout de suite, tu mesures les retombées tout de suite et tu sais pourquoi tu les dépenses et quand est-ce que tu peux le faire. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Tout ce qui est, mais tous ces conseils marchent presque aussi dans notre vie perso, mais toutes les dépenses récurrentes sont importantes à piloter parce que c'est celles qui sont les plus énergivores sur le long terme. Il y a des apps qui permettent de contrôler ça. T'es insupportable. Ouais. J'ai envie de te dire, Il y a une ta app gueule. qui s'appelle Bobby. Tu sais ce qu'il m'a envoyé? Il m'a envoyé une app récemment pour faire que mon clavier il fasse du bruit. Parce que j'aimais bien les claviers mécaniques, alors il m'a envoyé une app Mac que j'ai acheté à Voilà. 2,99 €. Il fait le mec, mais il l'a acheté. Je suis allé Parfait. sur remboursement Apple quand même, report.apple. C'était bien ou pas? C'était très marrant, mais un tout petit peu de lag.
Ah merde. Donc j'étais un peu dégoûté. Mais Ça c'était a marrant, ruiné ça ton marchait bien. expérience, c'est Mais je l'aurais regardé s'il n'y avait vraiment pas eu de lag du tout. C'est con. 10e point, négliger la législation. Ne pas se conformer aux réglementations peut entraîner des sanctions et nuire à la réputation de l'entreprise. Bah, demande aux acteurs des trottinettes. 11e point. Attends, moi je trouve. Alors oui, mais beaucoup de réussites beaucoup de réussites Oula, se sont quel faites. conseil il va donner là? Beaucoup de réussites se sont faites en étant au départ borderline. Monégasque. Non, non, mais il y a beaucoup de réussites qui se sont faites en étant borderline. Il n'y avait pas encore de loi, on savait pas encore ce que c'était. Ah oui, mais- c'était un mais- tout nouveau métier. Ouais, mais à ce moment-là, c'est une absence de législation. Oui, mais C'est pas l'ignorer. voilà un exemple que tout le monde connaît, Uber. Bah, ils ont fait leur succès en étant très borderline. Mais Ils se sont fait C'était défoncer. une absence de législation. Bon, ok. C'était pas être borderline. La loi est arrivée après. Ouais. C'est Ouais. autre chose. Et la régulation peut tuer des business. Ouais. Il y a plein de business qui ont été De complètement tués par la régulation. Et Ouais. je citais à l'instant la régulation des trottinettes en location. Bon, bah, ce business est en train d'être régulé à Paris. Ouais. C'est la réalité. Bon, c'est comme ça. On peut être d'accord, pas d'accord, c'est pas le sujet. Il y a eu un vote, point. Ce business va être démantelé par la régulation. Moi, je comptais lancer un service de livraison de cocaïne. Vous en pensez quoi? C'est bien. Tu dis juste que c'est de la livraison de sucre, puis ça passe. Ouais. Tu feras ton succès en étant borderline, Léo, Je t'inquiète. suis juste borderline, là, ça va. Hein. Ben, borderline, C'est c'est parce le cas de que- le dire. J'ai cherché, il n'y a pas de... Oui, j'ai cherché, il n'y a pas de législation encore là-dessus. T'as mal cherché quand même. Hein. Ouais. Refais ton business plan. Demande à ChatGPT. Bah, c'est ça que j'ai fait. Ah oui, Ah. bah, C'est mon stagiaire. c'est bien. Fais un feedback. 11e point, Hmm. ne pas établir de réseau. Un réseau solide peut aider à trouver des partenaires, des clients et des investisseurs. Ne pas réseauter limite les opportunités. Deux choses. Enfin, Commencer par un réseau Wi-Fi. C'est top ça, Manuel. Ouais. Ça, c'est top. Tu sais quoi, on va supprimer tout ce qu'on a enregistré jusqu'ici, on va mettre que ça et les gens seront hyper heureux. Bah, c'est la base. Et pour le réseau, travaillez votre éducation et votre savoir. Vous ne pourrez pas construire un réseau solide si vous n'avez rien à donner aux gens quand vous les rencontrez, quand vous les voyez. Bah si, Donc, simplement, vous avez rien à leur dire. Faut surtout leur apporter un truc. Bien quoi. sûr, bien sûr. C'est commencer par avoir un peu de culture générale et de conversation. Si t'es un mec sinistre, t'as beau être très compétent, ça va être compliqué. Sauf si t'es dans les assurances. 12e point, manquer de persévérance. Les échecs sont inévitables, il est important de persévérer et d'apprendre de ses erreurs pour progresser. Ça semble évident, je pense qu'on l'a dit Bien sûr. 1 milliard de fois. Persévérer, sauf si vous êtes mauvais. 13e point, ne pas protéger sa propriété intellectuelle. La protection des idées, des inventions et des créations est essentielle pour maintenir un avantage concurrentiel. C'est vrai, mais c'est vrai dans certains cas. C'est vrai quand tu fais de la véritable innovation. Ouais. Quand tu fais, je sais pas, des produits, etc., que tu veuilles les breveter, ok. Mais tu vas pas... c'est vachement difficile de breveter une idée, une interface de logiciel, etc. Et donc, du coup, ça crée des espèces de mythes dans la tête de pas mal d'entrepreneurs qui ont une bonne idée et qui pensent que c'est en la protégeant qu'elle va grandir. Ouais. Alors qu'en réalité, ce qui les aiderait le plus, c'est l'exécuter très très vite et prendre le marché de vitesse et de montrer que ils en sont les auteurs et transformer tous les autres en followers qui essayent de les copier. Just Facebook. Et je pense qu'il y a trop de gens qui passent du temps à essayer de protéger des trucs qui sont pas tellement protégeables. 14e et avant-dernier point, ignorer l'équilibre, travail, vie personnelle. Travailler sans relâche peut nuire à la santé et aux relations personnelles. Il est important de trouver un équilibre pour assurer la durabilité de l'entreprise. C'était assez évident que Romain allait souffler sur ce point-là. Manuel, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah ouais, c'est évident. Romain? Non, c'est faux, Manuel. T'as pas eu d'équilibre, vie perso, vie machin, quand t'as lancé ta première boîte. Tu te défonçais le cul pour que ta boîte marche très vite dans plein de pays. Et après, quand ça a réussi, là, tu commences à te poser. Mais Oui. au début, si t'as vraiment envie de réussir, tu penses qu'à ton boulot. Si on doit donner un conseil à un entrepreneur, s'il démarre sa boîte en se disant à 17h, je suis à la maison, hein, parce que je m'occupe de mes Attends, profs. là, tu caricatures un peu. Allez, 19h. Mais j'avais choisi de le faire pendant un certain temps. Voilà. Mais ça t'a aidé pour que la boîte démarre vite et bien. T'aurais peut-être pas pu Évidemment. tout bien faire. Ah voilà, ok. Évidemment. Ok. Mais la réalité, c'est que tu sais très bien que ça va pas pouvoir durer 50 ans de carrière.
C'est pas possible. Bien sûr. Donc, est-ce que c'est un conseil pour entrepreneurs à succès? Parce que toi, tu as réussi entre-temps. En fait, je pense qu'il y a un temps pour tout. En fait, au début, ton temps est gratuit. En fait, t'as rien d'autre à faire de toute façon. Donc, Puis t'aimes tellement ça que... Vas-y. Je veux dire, ce temps, il est pas monétisé. Il y a personne qui te demande de l'acheter de partout. En fait, ce temps-là, et il va manquer à personne. Donc, c'est pas très grave si tu y passes beaucoup de temps. À partir du moment où ton temps a une valeur, que ton marché reconnaît que ce temps a une valeur et que tu as différents acteurs qui sont capables d'acheter ce temps à différentes valeurs, c'est intéressant. Du coup, oui, tu peux. C'est vrai que c'est le bon switch. Tu peux choisir. Mais on peut pas dire aux gens, vous pourrez tout bien faire en démarrant. Il faudra quand même choisir, quoi. On n'a rien sans rien, donc il faut s'impliquer. C'est sûr que si tu es au début de ta carrière, que tu as moins de 20 ans et que tu dis moi je veux travailler 2 jours par semaine, être digital nomade, digital nomade en Thaïlande et piloter une boîte de 200 personnes depuis le transat de la plage, c'est un peu compliqué. Il y en a pour qui ça marche, hein. Alors, ils vendent tous des formations. Voilà. Ils te partagent ce qu'ils veulent, quoi. Pour atteindre des modèles que même en général jamais atteints. Ils font tous la semaine de 4 heures. Oui. 15e et dernier point, ne pas avoir de vision à long terme. Se concentrer uniquement sur le court terme peut empêcher l'entreprise de s'adapter et d'évoluer. Il est important de planifier et de se fixer des objectifs à long terme. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le branding. Ouais. Malheureusement, l'arrivée du numérique à plein d'endroits a aussi donné beaucoup d'instruments de mesure. Beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas mesurer avant. Maintenant, on mesure l'audience, les visiteurs uniques, les taux de clics, les taux de transfo, etc. etc. Avant, c'était compliqué. Hein. T'avais pas ces éléments-là. Là, tu les as en 2 clics. Ouais. Et au bout d'un moment, ça devient l'obsession du mec à qui t'as offert un thermomètre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le mec t'annonce la température 3 fois par jour, alors que t'en as pas besoin, en fait, si tu veux. Tu vois bien s'il fait chaud, si tu veux mettre un pull ou pas. C'est un peu ça. C'est-à-dire que sous prétexte qu'il y a beaucoup de choses mesurables, on finit par tout mesurer, mais y compris des trucs qui ne mériteraient pas d'être mesurés maintenant. Il y a des choses qu'on doit mesurer 1 à 2 fois par an maximum. Et il faut leur laisser le temps d'évoluer. Ça ne veut pas dire que on ne regarde pas les micro-tendances à l'intérieur de cela, etc. Mais c'est juste que c'est pas le moment de faire un bilan. Et c'est pas parce qu'on t'a offert un thermomètre qu'il faut mesurer la température tous les jours. Est-ce que pour correctement réaliser tous ces points et ne pas faire ces erreurs-là, il faudrait pas aussi parler du fait de bien s'associer? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de ces erreurs-là peuvent être faites par des personnalités différentes. J'ai pas l'impression que toi, tout seul, tu pourrais ne pas faire toutes ces erreurs. Il y en aura forcément où tu auras une personnalité qui pourra déconner plus à certains moments qu'une autre personnalité. Je pense par exemple à la vision à long terme. Manuel, là, moi je l'ai pas du tout. Moi je vois à 1 an. Mais à 5 ans, à 10 ans... Non, mais par contre, je suis très efficace sur ce qui se passe ce mois-ci. T'es sûr que tu me laisses... une bonne association, tous les deux. Mais je trouve ça génial parce que moi, je laisse le truc à Manuel de il se passe quoi dans 5 ans, quel pays, quel truc et tout. Moi, tu me fais confiance pour que le mois prochain, on crève pas. Ça, t'inquiète que tout seul, j'y arriverai. Aucun problème. Par contre, dans 5 ans, je m'en fous de savoir ce qui se passe. Moi, vraiment, c'est pas du tout mon truc, quoi. Vraiment. Donc ça, je pense que c'est important aussi d'expliquer aux gens que vous allez parfois beaucoup entendre par des gens inexpérimentés qui vont vous dire mais t'associes pas, tu vas pas laisser des parts à quelqu'un d'autre, et puis il vaut mieux avoir 100%, machin. Moi, je préfère avoir quelques pourcents d'un truc qui vaut 1 milliard que 100% d'un truc qui vaut 100 000. Apparemment, il faut surtout écouter ChatGPT, en fait. Parce qu'il s'en est plutôt bien sorti, non? C'est pas mal. C'est un enfer, les gars. Rappelez-vous que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors évitez ces 15 erreurs et vous serez bien armé pour naviguer sur la route du succès. J'ai demandé à ChatGPT d'écrire cette phrase de conclusion à l'instant et il est trop fort. Merci les gars. La bise. Bye.